Bonjour à tous, donc Anne Tambo de Grenoble Métropole. Je suis un des deux administrateurs de base de données de la métropole. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup un projet QGIS, POGIS en même temps, qui a été développé en interne en partenariat avec l'agence d'urbanisme de la région grenobloise pour répondre à une problématique de numérisation du PLUI sur notre territoire, en partenariat entre les deux entités, la métropole et l'agence d'urbanisme. Pour vous exposer cette présentation, je vais vous exposer d'abord le contexte pour bien saisir les différentes problématiques et enjeux autour de ce projet et les deux entités qui devaient se partager et répartir le travail et les différentes missions de numérisation, l'architecture technique et les différentes ressources disponibles pour la mise en place de ce projet. Une première version du projet qui a été nommée PLUI Versioning Manager, qui sert aux géomaticiens à la numérisation du PLUI sur un système de versionnement de projet et de version, un peu comme on peut voir dans l'outil Git par exemple. Et enfin, deux viewers allégés de ce projet pour le porter à connaissance à la fois aux urbanistes des deux entités et aussi pour un public plus élargi dans les collectivités, pour les services techniques et autres qui devaient consulter l'avancement du PLUI. Et enfin, les différentes évolutions à venir que l'on aimerait porter sur ce projet et un résumé assez succinct, global sur ce projet pour avoir une vue d'ensemble. Donc Grenoble Métropole, la métropole de 49 communes, donc située au cœur des Alpes, avec à peu près une population à 500 000 habitants. Et au sein de cette métropole, donc on a le projet de mise en place d'un PLUI, comme d'autres métropoles qui peuvent être présentes ici. En ce qui concerne donc notre organisation au niveau de la géomatique dans notre métropole, on a un système central, le système d'information territoriale, qui est, où on a la charge de rassembler l'ensemble des données des différents services, des différents métiers, les centraliser, les redistribuer et les mettre à disposition de l'ensemble des services en leur proposant soit des applications métiers ou des applications qui sont développées par notre équipe en interne, en accompagnant les services, en répondant à leurs problématiques. Ça peut aller de l'exploitation de la voirie et du filard de voirie à la mise en place d'un observatoire des copropriétés ou du parc social sur le territoire. La particularité de ce service est qu'on a une répartition où nous sommes seulement deux administrateurs de base de données pour gérer l'ensemble de ces données et répondre aux sollicitations des différents projets. Une personne chargée de la mise en forme des données pour les différents référents, donc l'utilisation d'un web carto, et un chargé du référentiel cartographique qui se charge d'aller chercher les données externes auprès de toutes les entités, auprès de l'IGN, auprès des autres services de l'État, pour les redistribuer aux différents services. Et on a la particularité aussi, qui est un peu en lien avec ce projet, d'avoir deux personnes qui sont chargées du déploiement d'une solution d'administration du droit des sols aux communes pour le territoire. Comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, ce projet il a été mis en place avec l'agence d'urbanisme qui est sur notre territoire, qui a pour rôle d'accompagner les collectivités du territoire, à la fois en expertise, en animation, et dans la réalisation de certaines missions, certaines études, et notamment sur la mise en place du PLUI. Donc le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est globalement un document qui sert à régir le droit d'occupation et d'aménagement du territoire, en fonction des types de zones que l'on peut trouver, les zones naturelles, les zones urbanisées, etc. Ce document est assez complexe, contient un règlement écrit et à la fois des pièces graphiques. C'est surtout sur ces pièces graphiques où le partenariat avec l'agence et notre service a fait naître le besoin de la mise en place d'un outil commun pour numériser et dessiner tous ces éléments. Pour avoir une vue d'ensemble sur le projet, la démarche a été lancée en 2015 et a pour objectif de terminer, donc d'avoir l'approbation du PLUI en décembre 2019, sachant qu'on vient de passer une première étape dans ce projet, qui est un des premiers arrêtés du PLUI qui a eu lieu en septembre de cette année, donc qui marque une étape vraiment dans l'avancement de ce projet. Le cahier des charges qui nous a été donné par le directeur de projet du PLUI
c'est de pouvoir tracer l'ensemble des travaux produits et toutes les décisions associées sur l'aspect cartographique. Ce cahier des charges a été très succinct et il a fait naître différentes idées, notamment une forte inspiration des outils de versionnement, où on a fait mûrir des idées de projets. Donc un projet qui permet de rassembler un packaging, un ensemble, pour pouvoir apporter une décision finale sur un projet, sachant qu'on peut découper un projet en différentes versions. Un projet pourrait avoir plusieurs versions pour une thématique. Par exemple, sur les projets de zonage, on associe un projet de zonage à une seule commune, et sur cette seule commune, on peut avoir différentes versions du zonage qui est présentée, qui est validée ou non par les différentes étapes de décision. Pour garantir aussi la traçabilité, on a introduit une notion de réunion qui permet d'associer à une date de réunion classique un projet ou plusieurs versions qui sont présentées au cours de cette réunion pour garder la trace de ce qui a été décidé pour cette version du projet par les élus, si la version a été rejetée, a été acceptée, doit être modifiée, etc. Et ces trois notions sont englobées dans une notion encore plus générique, la notion d'un cycle de numérisation, qui peut s'associer à une étape majeure en fait, de la numérisation d'un PLUI. Par exemple, le premier arrêté du PLUI qui a eu lieu en septembre est le premier cycle de numérisation du PLUI. Et au fur et à mesure de ces différents arrêtés, on passera le nombre de cycles au deuxième cycle, troisième cycle, etc. Ce qui permettra d'avoir une continuité dans la numérisation du PLUI et la mise à jour de celui-ci au fur et à mesure du temps. Pour nous appuyer sur la mise en place de cet outil, on était cadré par un standard qui a été mis en place par le CNIJ, qui est un document de standardisation sur la numérisation et le partage, la structuration de ces données. Dans ce standard, 4 classes d'entités se dégagent, le zonage sur le territoire, donc les différents types de zones, les zones naturelles, les zones urbanisées, etc. Les informations de prescription qui font foi, qui sont obligatoires, des classes d'objets d'information, et enfin l'habillage qui pourrait s'associer aux différentes étiquettes que l'on veut mettre sur les zones ou des choses comme ça. Avec ce cadre, peu de ressources étaient disponibles pour mettre en place ce projet. Nous n'étions que 3 contributeurs à ce projet. Bruno de France, qui est l'autre administrateur de base de données de la métropole, et Eric Vinouz à l'agence d'urbanisme. Les compétences qu'on a pu centraliser au vu de nos compétences, les 3 contributeurs, c'est des compétences en SQL, des compétences sur QGIS et quelques compétences en développement Python. Sachant que la cible de nos utilisateurs sont 3 géomaticiens du côté de la métropole et 3 géomaticiens du côté de l'agence d'urbanisme. Donc 6 personnes qui vont devoir numériser l'ensemble des objets du PLUI. Techniquement, à la métropole, on utilise donc, comme je vous l'ai dit, une base de données PostgreSQL PostGIS qui est centrale, qui est fédératrice de l'ensemble des données, ce qui va être un atout majeur pour ce projet. Un des avancements majeurs qu'a permis le PLUI, c'est le rapprochement des infrastructures réseau des 2 entités, de la métropole et de l'agence d'urbanisme, qui ont été reliées par une fibre optique en direct pour faciliter les échanges et la communication entre les utilisateurs de l'agence, les géomaticiens, et la base de données interne de la métropole, et inversement pour faciliter les échanges de données, les normaliser et éviter les envois de fichiers plats et autres qu'il aurait pu avoir. Une des fonctionnalités qui a été découverte par nous, et utile pour ce projet, c'est l'utilisation du PG Service, qui est utilisable sous QGIS, qui permet de faciliter l'authentification des utilisateurs sous QGIS lorsqu'on a un projet complexe qui est régi par une gestion des droits et qui utilise un certain nombre de couches. L'ensemble du projet a été développé sur la version 2.18 de QGIS et utilise notamment le plugin Layer from Menu Project qui permet d'avoir un référentiel de données qui est localisé dans le menu comme un menu classique de QGIS qui permet d'avoir un référentiel de données commun à la fois à l'agence d'urbanisme et à la fois à la métropole pour que tout le monde ait la même donnée. Autre fonctionnalité qui était essentielle était le stockage des styles des différentes couches dans la base de données pour là aussi éviter d'avoir des fichiers à gérer et à se transmettre entre les 2 entités.
Et enfin, du coup, le langage de programmation Python, qui, je vous montrerai tout à l'heure, a servi à créer des actions sous QGIS pour pouvoir déclencher soit des traitements en base ou interagir directement avec le Canva QGIS. L'idée qui est venue, qui a été inspirée de d'autres projets comme on a pu l'entendre ce matin avec QWatt ou d'autres projets encore, a été de partir sur un développement épais en base où on baserait la plupart des fonctionnalités dans la base de données pour avoir tout de localisé à un seul endroit et avoir une maintenance de notre part plus simple au vu des compétences qui étaient disponibles. Et l'utilisation donc d'actions Python pour interagir entre l'interface QGIS et la base de données pour lancer certaines fonctionnalités de duplication de version, d'initialisation de version. Et les outils de numérisation de QGIS avancés pour répondre à des problèmes d'accrochage topologique et autres pour garantir une bonne qualité de la donnée qui est numérisée pour ce PLUI. Et ici, un simple exemple en fait, du standard CNIJ, en quoi il consiste, où on est cadré en fait, sur les différentes valeurs qui sont saisissables par les utilisateurs, notamment sur les types de zones qui sont listées par des valeurs associées à des libellés. Donc, ce qui pose un peu un cadre dans la numérisation de l'outil et des différentes valeurs qui seront possibles de saisir. Globalement, l'architecture de ce projet se présente de cette manière, où on a une logique un peu de front-end qui est donc QGIS, qui sera exposée à nos utilisateurs, aux géomaticiens, et la partie back-end qui se base sur la base PostgreSQL PostGIS, où on va retrouver quasiment l'ensemble des fonctionnalités de l'outil et traitement de données associés. Sur cette architecture, on peut voir qu'on a deux plugins qui sont utilisés pour ce projet. Donc, le menu référentiel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et un plugin de filtre communal qui avait été développé par l'agence d'urbanisme, mais qui a été moins utilisé au fur et à mesure du projet. Dans la partie QGIS, donc on a des actions Python qui sont localisées. Ces actions Python vont permettre de changer de version dans l'affichage des données, de passer d'une version de zonage à une version de prescription, sans avoir, pour l'utilisateur, à réouvrir une couche, etc., à refaire une connexion. Tout ça est géré par des simples clics et avec des actions Python qui envoient les informations à la base de données si des filtres ou des traitements sont nécessaires pour dupliquer des versions, etc. Et en même temps met à jour les filtres qui sont présents dans les couches, dans le layer de QGIS, pour changer les filtres sur la donnée à afficher pour l'utilisateur. L'utilisation du fichier de service, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet une connexion plus facile entre QGIS et la base de données, une authentification unique simplifiée. Et dans la base de données, comme elle est organisée actuellement, on a un schéma de développement qui va contenir l'ensemble en fait, des fonctionnalités et des données qui sont utilisées pour numériser le PLUI. Puis dans le processus, un schéma de qualification de la donnée où, a posteriori, une fois que la donnée a été arrêtée, le service urbanisme va valider la donnée, faire ses vérifications, etc. Un schéma de production qui sert à la mise à disposition de la donnée à tous les utilisateurs et à l'ensemble de la collectivité, et aussi au partage via des systèmes de flux ou d'export pour les services de l'État qui ont besoin de la donnée, les communes ou autres bureaux d'études. Et pour essayer de faire complet dans cette architecture, un schéma de test était aussi présent pour essayer de développer d'avoir un développement assez classique dans un schéma de test pour tester les fonctionnalités sans impacter la production. Et un schéma de données référentielles qui contient en fait l'ensemble des données que l'on retrouve dans le menu référentiel du PLUI du projet. Globalement, le projet a été structuré de cette manière dans QGIS. Donc ici, on a le panneau de gestion des couches de QGIS, où on a surtout utilisé la notion de groupement de couches dans QGIS, qui permet d'avoir une organisation un peu structurée du projet. Donc dans le groupement PLUI général du projet, on retrouve plusieurs familles, on retrouve une thématique qui fait quoi, qui permet une gestion pour les urbanistes et pour les géomaticiens de savoir qui est en charge de quelle commune, qui est en charge de quelle thématique, pour avoir une bonne répartition, et aussi pour les urbanistes, savoir quels géomaticiens ils doivent interpeller s'ils ont une question sur ce qui a été numérisé, ou une remarque. Un schéma référentiel qui contient les limites communales qui sont nécessaires au projet, et les différentes listes de valeurs qu'on a pu voir, comme tout à l'heure dans l'exemple
des données de la liste des différentes valeurs pour le zonage donné par le standard CNIJ. Et on retrouve ensuite vraiment le cœur du projet, l'espace de versionnement, l'espace versionning, qui est découpé ensuite en différentes thématiques, les classes d'entités qu'on a vues tout à l'heure, le zonage, les prescriptions, les informations, l'habillage, qui ont toutes le même fonctionnement comme déployé ici pour le zonage, un espace de travail qui va servir à gérer l'ensemble des versions, pour initialiser une version sur un projet et initialiser une première version du zonage sur une commune. Une fois que cette version a été validée ou une décision a été prise qu'il faut abandonner cette version, la version peut être abandonnée. On peut donc gérer le statut dans ces différents tableaux qui sont totalement attributaires, qui n'affichent rien graphiquement. Tout l'affichage graphique des objets se fait via l'espace Carto. Et donc ce que je disais tout à l'heure, ici dans le zonage par exemple, on va retrouver un trigramme, le nom de la version qui est en cours d'affichage. Par exemple, les actions Python qui ont été utilisées à deux niveaux, avec deux niveaux de complexité. Le premier niveau de complexité qui a été utilisé est un niveau de complexité assez simple, qui consiste juste en afficher une version. Cette action elle se fait dans un tableau attributaire classique, par un clic droit, et ce menu déroulant, ce menu s'affiche avec la possibilité d'afficher la version que l'on sélectionne. Cette action va juste aller modifier le nom du layer dans la gestion des couches, et en même temps aller modifier le filtre attributaire sur les différentes couches. Donc sur toutes les couches qui sont concernées par ce que l'on veut afficher. On voit aussi qu'on a une notion d'afficher une version par an, afficher la version mère d'un projet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut dupliquer une version, initialiser une version à partir d'une autre. Donc on retrouve vraiment un arbre qui peut se dessiner sur ces différentes versions, ces différents projets. Donc ici, ce que je vous disais tout à l'heure de manière illustrée, afficher la version va aller modifier le nommage du layer. Et la particularité, pour des besoins de l'outil, va aller saisir dans une table, dans la base de données, une table qui contient en fait la valeur de la version qui est affichée par quel utilisateur pour des besoins de l'outil par la suite. Un deuxième niveau d'action Python qui est utilisé, c'est donc les actions qui vont avoir un impact direct sur la donnée, les actions de gestion sur les statuts, sur dupliquer une version, figer une version. Ce fonctionnement, dupliquer une version par exemple, va donc envoyer... Je vais faire vite. Globalement, le fonctionnement, les différentes couches qui sont exploitées sont des vues qui sont remontées dans QGIS, ce sont des vues modifiables qui sont basées ensuite sur des systèmes de triggers qui font des traitements de données. Donc la vue va être interrogée, un trigger va être déclenché pour faire un traitement de données, modifier le résultat de la table, et globalement voilà l'idée, donc rendre après la donnée. La gestion des réunions qui permet donc d'associer une version à une réunion à une date pour garder une traçabilité de ce qui a été décidé à quel moment, et la possibilité de gérer le statut des versions si elle a été acceptée, rejetée, ou si elle doit être encore modifiée à la suite de la réunion. Globalement, une autre problématique, je vais aller très rapidement, est un besoin de générer des plans PDF pour les besoins du PLUI. Donc on avait 15 plans thématiques, et sachant qu'un plan regroupe un ensemble de données. Une solution qui a été mise en place, c'est une solution de gestion de création des atlas qui marche un peu sous la forme d'une soustraction où on a un carroyage, un ensemble de carreaux, on ajoute une donnée et on détermine les carreaux qui seront à imprimer dans l'atlas. Cette fonctionnalité, elle est en dehors de l'outil aujourd'hui, mais à terme, ça serait intéressant de pouvoir l'intégrer directement dans l'outil. Une des contributions que nous avons fait au travers d'Oslandia, c'était de retirer la limitation de visualisation à 500 objets dans le composeur des atlas, passer à 100 000 objets dans la version 2.18. Et donc là, on obtient notre objectif de traçabilité, comme évoqué au début, avec l'association des versions et savoir à quelle réunion elles ont été présentées et quel statut elles ont. Deux déclinaisons donc là la vue globale du projet, très rapidement. Et c'est donc les fonctionnalités que j'ai pu vous évoquer sur la gestion des projets, des versions et des réunions. Donc initialisé un peu comme on peut retrouver dans un outil classique de versionnement. Et pour porter à connaissance, deux déclinaisons, un projet versionning qui en fait est juste le même projet,
sans toutes les actions de duplication et de gestion des versions, qui permet juste d'afficher une version et d'afficher sa version par an. L'avantage du développement épais en base de données, c'est que ça a permis la mise en place, comme on peut le voir ici, d'une interface web qui a été développée assez rapidement pour porter à connaissance à d'autres utilisateurs non experts. Et donc là, les différentes évolutions qu'on aimerait pouvoir venir, notamment l'étude de faisabilité d'un plugin de ce projet pour le généraliser, le distribuer à d'autres collectivités qui en ont le besoin, porter sur QGIS 3 et améliorer, pourquoi pas, l'ergonomie de ce projet. Et donc, comme j'ai dit au fur et à mesure de la présentation, c'est très inspiré du projet Git. On a exploré le développement épais en base de données qui s'avère très intéressant pour ce projet et on a réussi à répondre à notre besoin de traçabilité. Et donc, ça a permis d'avoir 2 contributions au projet QGIS, lequel on a financé via Auslandia. Un problème d'encodage dans les fichiers de PG Service, la limitation des composers qui a été augmentée de 500 à 100 000, et globalement, quelques chiffres très rapides, avec 3 développeurs, 2 ans de travail, un outil de numérisation a été mis en place, et l'ensemble à peu près du projet. Et voilà. Merci beaucoup et je tenais à remercier. Merci.